Mon fils de 15 ans et moi avons été humiliés, bannis du mariage de la sœur de mon propre mari. La raison? Nous n'avons invité que l'élite, je ne veux pas que tu fasses tâche. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit, nous ne viendrons pas. Mais j'ai attendu. Et pour Noël, j'ai préparé une petite surprise qui a mis toute leur famille à genoux, implorant un pardon qu'ils n'obtiendraient jamais. Ce qui suit est l'histoire de la façon dont une simple pâtissière de Lyon a servi une leçon de dignité à une famille qui avait tout, sauf du cœur. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de plonger dans les détails de cette histoire qui, je vous préviens, va vous révolter, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. Tout a commencé un mardi après-midi, un jour de pluie fine sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. L'air dans ma petite pâtisserie, le sucre et le cœur, était chaud et embaumait le beurre frais et la vanille de Madagascar. J'étais en train de poser délicatement des pétales de rose en sucre sur une pièce montée, une création pour un jeune couple dont l'amour semblait aussi pur que la couleur de l'ivoire que j'avais sous les doigts. C'est dans ces moments de concentration, où le monde extérieur s'efface, que je me sens le plus vivante. Mon art, c'est ma fierté. C'est ce qui a payé les factures, ce qui a élevé mon fils, Léo. Le téléphone a sonné, brisant le silence. C'était Chloé, ma belle-sœur. Sa voix, toujours un peu trop aiguë, un peu trop forcée, a crépité dans le combiné. Hélène. J'espère que je ne te dérange pas en plein coup de feu? Je savais que c'était exactement ce qu'elle espérait. Bonjour Chloé. Non, tout va bien. Comment vas-tu? Les préparatifs avancent? Oh, tu n'imagines pas. C'est de la folie. Le château à Annecy est divin, la liste des invités est, eh bien, disons qu'elle est impressionnante. C'est justement pour ça que je t'appelle. Un silence. Je pouvais presque entendre les rouages de son esprit calculer la manière la moins directe, mais la plus blessante, de dire ce qu'elle avait à dire. Écoute, Hélène. Je sais que toi et Léo, vous aviez hâte de venir, mais les choses ont un peu changé. Le mariage prend une tournure très officielle. Tu comprends, la famille de mon fiancé, ce sont des gens importants. Il y aura des ministres, des PDG. C'est une question d'image. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Je savais où elle voulait en venir. Et donc, ai-je demandé, ma propre voix soudainement vide de toute chaleur. Et donc, nous avons décidé de limiter les invitations à l'élite. Pour que tout le monde soit à l'aise. Je ne veux pas que tu fasses tâche, tu comprends? Avec ton petit commerce. Ce n'est tout simplement pas le même monde. Faire tâche. Le mot a résonné dans ma tête comme un coup de fusil. Moi, qui avais passé des nuits blanches à faire des gâteaux pour les anniversaires de ses parents. Moi, qui avais gardé ses neveux gratuitement pendant des semaines. Moi, la tâche sur leur tableau parfait. Au même moment, la porte de la boutique s'est ouverte. C'était Léo, mon fils de 15 ans, rentrant du lycée. Son sourire s'est effacé en voyant mon visage. Il a entendu la fin de la phrase, cette voix nasillarde qui sortait du téléphone. Maman? Je n'ai pas répondu. J'ai fixé un point invisible sur le mur, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Hélène? Tu es toujours là? C'est pour le mieux, tu sais, a continué Chloé, inconsciente du mal qu'elle venait de faire. Je n'ai pas trouvé la force de lui répondre. Le soir, j'ai appelé Bernard, mon mari, qui travaillait la semaine à Paris. Je lui ai raconté, ma voix tremblante de colère contenue. Sa réponse a été le coup de grâce. Oh, Hélène, ne sois pas si dramatique. Chloé a raison. C'est son grand jour. Et puis, honnêtement, de quoi parlerais-tu avec un directeur de cabinet? De tes recettes de macarons? Sois raisonnable. C'est juste une fête. Juste une fête. C'était donc ça, la valeur de 20 ans de mariage. La valeur de tous mes sacrifices, de toutes les fois où j'avais mis mes rêves de côté pour soutenir sa carrière, pour m'occuper de sa famille comme si c'était la mienne. J'étais une note de bas de page embarrassante dans le grand livre de leur ascension sociale. J'ai raccroché. Je me suis tournée vers Léo, qui n'avait pas dit un mot,
mais dont les yeux brillaient de larmes qu'il refusait de laisser couler. J'ai pris son visage entre mes mains. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Nous n'irons pas. Ma voix était calme. Froide. Une froideur que je ne me connaissais pas. Mais au fond de moi, ce n'était pas de la tristesse que je sentais monter. C'était une flamme. Une flamme glaciale de détermination. Ils pensaient m'avoir effacé de leur histoire. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de me donner la plume pour en écrire la fin. La leur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? La conversation avec Bernard m'avait laissé vide. Ce n'était plus de la colère, mais un constat glacial, j'étais seule. Totalement seule. Notre mariage n'était plus qu'une façade, une simple formalité administrative qui servait ses intérêts et maintenait une illusion de stabilité. Le lendemain, la réalité de ma situation m'a frappée avec une violence inouïe, d'une manière que même moi, dans mon pessimisme naissant, n'aurais pu imaginer. Je suis arrivée à la boutique à l'aube, comme d'habitude. L'odeur de la farine et du café aurait dû me réconforter, mais ce matin-là, elle me semblait fade. J'essayais de me concentrer sur mon plan de travail, sur les commandes du jour, quand une notification de mail est apparue sur mon ordinateur. L'expéditeur, Chloé. L'objet, annulation commande, urgent. Mon sang s'est glacé. Il y a un mois, Chloé m'avait passé une commande énorme pour son enterrement de vie de jeune fille. Une centaine de mignardises, des macarons personnalisés, un gâteau spectaculaire. C'était le plus gros contrat du trimestre. Un contrat qui devait payer mon unique employé, Sarah, ainsi que le loyer et les charges pour les 2 prochains mois. Un contrat pour lequel j'avais déjà acheté des dizaines de kilos de chocolat Valrhona, de beurre AOP et de fruits frais. J'avais refusé 2 autres mariages pour pouvoir me consacrer pleinement à sa commande. J'ai ouvert le mail, le cœur battant à tout rompre. Le texte était court, impersonnel, comme s'il avait été rédigé par un robot. Chère Hélène, suite à une réévaluation de nos besoins, nous avons le regret de t'informer que nous devons annuler l'intégralité de la commande. Nous avons décidé de faire appel à un prestataire plus en phase avec le standing de l'événement. Nous te remercions de ta compréhension. Plus en phase avec le standing de l'événement. C'était la même rengaine. La même humiliation, mais cette fois, elle ne visait pas seulement ma personne. Elle visait mon gagne-pain. Mon article. Mon indépendance. C'était une attaque directe, calculée, pour me punir de ne pas avoir accepté mon sort de « tâche » avec le sourire. C'était une déclaration de guerre. J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour composer le numéro de Bernard. Il a répondu d'un ton agacé. Quoi encore, Hélène? Je suis en réunion. Chloé a annulé la commande. La grosse commande. Elle dit qu'elle a trouvé quelqu'un de plus prestigieux. Un long soupir à l'autre bout du fil. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est son argent, elle en fait ce qu'elle veut. Tu n'avais qu'à lui faire signer un contrat avec des arts non remboursables. C'est la base du commerce, non? Débrouille-toi. Débrouille-toi. Ces 2 mots ont agi comme un électrochoc. J'ai raccroché sans un mot. J'ai regardé autour de moi, dans cette boutique que j'avais construite de mes propres mains, avec mes économies, mes larmes et mes nuits blanches. Et j'ai compris. J'avais passé 20 ans à prendre soin d'une famille qui, à la première occasion, me jetait à la poubelle et essayait de me détruire financièrement. La tristesse s'est évaporée, laissant place à une fureur froide et lucide. C'en était fini de la gentille Hélène. C'en était fini des sacrifices et des compromis. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous baissé les bras, ou auriez-vous commencé à planifier votre riposte? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Ce soir-là, après avoir expliqué la situation à Sarah, qui m'a regardée avec une loyauté qui m'a mise les larmes aux yeux, je suis rentrée chez moi. Au lieu de pleurer, j'ai ouvert le vieux secrétaire de ma grand-mère, un meuble qu'elle m'avait légué et que je n'avais jamais vraiment exploré. Dans un double fond que je ne connaissais pas, caché sous de vieilles lettres, il y avait une petite boîte en fer. À l'intérieur, un livret de caisse d'épargne jauni par le temps. Le nom dessus était le mien. Hélène Dubois. Mon nom de jeune fille. Ma grand-mère avait ouvert ce compte à ma naissance,
y déposant de l'argent chaque année. Je l'avais complètement oublié. Le solde n'était pas astronomique, mais c'était bien plus que ce que j'imaginais. C'était un trésor de guerre. Un cadeau du passé pour affronter l'avenir. Cette découverte n'était pas un hasard. C'était un signe. Le signe que je n'étais pas seule. Le signe que j'avais les moyens de me battre. Et que ma vengeance ne serait pas seulement émotionnelle. Elle serait aussi financière. Et légale. Le lendemain matin, mon premier appel n'a pas été pour un fournisseur ou un client. Il a été pour Maître Lefebvre, un avocat réputé à Lyon, spécialiste du droit de la famille et des affaires. Maître Lefebvre, bonjour. Je m'appelle Hélène Dubois. Je crois que j'ai besoin de vos services. Je veux entamer une procédure de divorce. Mais avant ça, j'aimerais discuter de la pleine propriété de ma maison. Et je crois avoir un dossier solide. Le pion venait d'avancer sur l'échiquier. La partie pouvait commencer. Le rendez-vous avec Maître Lefebvre a eu lieu 2 jours plus tard dans son cabinet cossu de la presqu'île. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard perçant, qui a écouté mon histoire sans m'interrompre une seule fois. J'avais apporté tous les documents que j'avais pu rassembler, l'acte de vente de la maison, les relevés de compte prouvant que l'apport initial venait de mon héritage familial, et même le livret d'épargne de ma grand-mère. Quand j'ai eu fini, il a joint ses mains sur son bureau et m'a regardé par-dessus ses lunettes. Madame Dubois, ou devrais-je dire, Madame Bernard pour l'instant, votre cas est on ne peut plus clair. La loi est de votre côté. Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les biens acquis avant le mariage ou par héritage restent des biens propres. Nous pouvons non seulement lancer la procédure de divorce pour faute, étant donné le manque de soutien et l'humiliation subie, mais nous pouvons surtout, et très rapidement, faire valoir votre droit de propriété exclusif sur la maison. Votre mari n'aura pas son mot à dire. Un poids énorme s'est soulevé de mes épaules. La peur qui me tenaillait depuis des jours a commencé à se dissiper, remplacée par une confiance nouvelle. Parfait, ai-je dit. Lancez la procédure. En toute discrétion pour le moment. Je veux avoir tous les éléments en main avant que Bernard ne soit au courant de quoi que ce soit. Très bien, a-t-il répondu avec un mince sourire. J'aime votre stratégie. En sortant du cabinet, je me sentais plus forte, plus déterminée que jamais. Mais mon plan de vengeance manquait encore d'un élément crucial. Comment atteindre cette élite qu'il chérissait tant? Comment leur montrer que la vraie valeur ne se mesure pas en euros ou en titres ronflants? C'est là que l'idée a germé. Une idée folle, audacieuse. Une fête. Ma propre fête. Mais comment inviter des gens que je ne connaissais même pas? CHCKBN en THCMC, MTTH Lamban Tili Aur Adan Sashkash Miam Si CAGI Siu accent aigu NG Kong. Et qu'un NHN, car c'est ici qu'une vieille amie entre en scène et change le cours du jeu. Je me suis souvenu de Madame Dubois. Pas un membre de ma famille, mais une cliente fidèle de la première heure. Une grande dame de la bourgeoisie lyonnaise, veuve d'un chirurgien de renom, qui adorait mes financiers aux amandes. Et le plus important, je me suis souvenu qu'elle m'avait parlé de son neveu qui se mariait à Annecy. Un rapide calcul mental m'a confirmé que son neveu n'était autre que le futur mari de Chloé. Le cœur battant, j'ai cherché son numéro. Et si elle me prenait pour une folle? Et si elle se rangeait du côté de sa famille? J'ai pris une grande inspiration et j'ai appelé. Madame Dubois? C'est Hélène, de la pâtisserie, le sucre et le cœur. Hélène, ma chère enfant. Quelle bonne surprise! J'allais justement passer vous voir pour ma commande de Noël. Comment allez-vous? Sa voix était si chaleureuse, si sincère, que j'ai senti mes défenses s'effondrer. Je lui ai tout raconté. L'appel de Chloé, les mots blessants, la réaction de Bernard, l'annulation de la commande. Je n'ai pas cherché à me plaindre, j'ai simplement exposé les faits, avec la voix d'une mère blessée pour son fils. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Puis, sa voix a retenti, mais elle avait changé. Elle était devenue tranchante comme l'acier. Ces petits snobinards. Ils ont osé? Humilier une femme de votre trempe, une artiste, et votre garçon si charmant? Et mon neveu laisse faire ça? Je suis absolument outré. C'est une honte. Une honte.
Elle était plus en colère que moi. Que puis-je faire pour vous aider, ma chère Hélène? Eh bien, ai-je commencé, hésitante. J'ai une idée un peu particulière. Je voudrais organiser une réception pour Noël. Une réception qui célébrerait les vraies valeurs. Et j'aimerais inviter tous les invités de leur mariage. Elle a éclaté de rire. Un rire franc, puissant. C'est absolument génial. C'est d'une audace folle. J'adore. Ne vous inquiétez de rien. Considérez que vous avez la liste. Je vous l'envoie par coursier discret dès demain. Et comptez sur moi pour être présente à votre soirée. Avec quelques amis qui sauront apprécier la subtilité de votre démarche. Le lendemain, comme promis, un coursier à moto m'a remis une enveloppe épaisse. À l'intérieur, la liste complète, imprimée sur un papier luxueux. Nom, adresse, titre. Tout y était. En bas de la dernière page, un mot de Madame Dubois, écrit à la plume. Maintenant, ma chère, servez-leur une leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ce soir-là, Léo et moi étions assis à la grande table de la salle à manger. Il dessinait des arabesques élégantes sur un carnet, et j'ai eu une idée. Léo, mon trésor, j'ai besoin de ton talent. J'aimerais que tu dessines le plus beau carton d'invitation que tu puisses imaginer. Ses yeux se sont illuminés. Pour la première fois depuis des jours, je voyais une étincelle de joie, de malice. Il avait compris. Il faisait partie du plan. Nous étions une équipe. Il ne le savait pas encore, mais son coup de crayon allait devenir l'arme la plus redoutable de notre arsenal. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités secrètes. Le jour, j'étais la pâtissière souriante, honorant mes commandes, discutant avec les clients du quartier. Mais la nuit, ma cuisine se transformait en quartier général. Léo et moi devenions des conspirateurs, unis par un secret qui nous rendait plus forts et plus complices que jamais. Léo s'est surpassé. Il a conçu un carton d'invitation d'une élégance sobre et intemporelle. Sur un papier vélin de couleur crème, il a dessiné à l'encre de Chine un entrelac de branches d'olivier et de feuilles de chêne, symbole de paix et de force. Pas de dorures ostentatoires, pas de fioritures criardes. Juste la beauté pure du trait. Nous avons fait appel à un petit imprimeur artisanal du Vieux-Lyon qui a réalisé un travail magnifique, avec un léger relief au toucher qui donnait une impression de luxe discret. Le texte, je l'ai pesé, mot par mot. Je voulais qu'il soit à la fois accueillant et dévastateur de subtilité. Hélène et Léo Dubois. J'ai utilisé mon nom de jeune fille, celui du livret de ma grand-mère, pour semer le doute. Qui était cette Hélène Dubois qui osait inviter tout le gratin? Ont le plaisir de vous convier à une célébration de la veille de Noël. Une soirée dédiée à la chaleur de l'amitié, à la gratitude et à l'héritage des valeurs qui nous unissent. Le samedi 24 décembre, à partir de 20h. L'adresse était celle d'un magnifique mas provençal près de Gordes, que j'avais loué pour 24 heures grâce à l'argent de ma grand-mère. Un lieu authentique, plein de charme et d'histoire, à des lieux du luxe froid et impersonnel de leur château d'Annecy. Et enfin, la phrase qui devait faire mouche, la petite phrase assassine. Tenue vestimentaire, venez telle que vous êtes, car aucun titre, aucune fortune, ne vaudra jamais la richesse du caractère. Chaque mot était une flèche. Héritage des valeurs, richesse du caractère. C'était un miroir que je leur tendais, un miroir qui, je l'espérais, leur renverrait une image bien peu flatteuse. Nous avons passé une nuit entière à calligraphier les noms sur les enveloppes, à apposer les seaux de cire que Léo avait dessinés avec nos initiales, H et L. Près de 300 invitations. 300 petites bombes à retardement envoyées aux 4 coins de la France et de la Suisse. Pendant ce temps, j'avançais sur le front juridique. Maître Lefebvre avait réuni toutes les preuves. L'assignation en divorce était prête. L'acte de changement de propriété était en cours de finalisation. Tout se mettait en place, pièce par pièce, comme un puzzle macabre. Je recevais des nouvelles du front, par Madame Dubois, qui s'amusait comme une folle. Elle me racontait que mon invitation était devenue le sujet de conversation numéro 1 dans leur cercle. Qui était cette Hélène Dubois? Était-ce une nouvelle fortune discrète? Une artiste excentrique? Personne ne faisait le lien avec la pauvre petite pâtissière de Lyon.
Chloé et sa future belle famille étaient persuadés qu'il s'agissait d'une coïncidence, d'une homonyme richissime. Chloé, selon Madame Dubois, était folle de jalousie que quelqu'un ose organiser une fête encore plus exclusive que son propre mariage, et le soir de Noël qui plus est. L'ironie était délicieuse. Ils étaient tellement aveuglés par leur snobisme qu'ils ne voyaient pas la vérité qui était sous leur nez. Le 19 décembre, toutes les invitations étaient postées. En déposant la lourde pile de lettres dans la boîte de la poste centrale, j'ai eu un moment d'hésitation. Étais-je en train d'aller trop loin? Mais j'ai repensé au visage de Léo, à la voix méprisante de Bernard, à ces mots, faire tâche. Et ma détermination est revenue, plus forte que jamais. Ce que je ne savais pas, en regardant ces enveloppes disparaître dans la fente, c'est que leur impact allait dépasser de loin tout ce que j'avais pu imaginer. Je pensais créer une vague, j'étais en train de préparer un tsunami. Et la première vague était sur le point de déferler, non pas en Provence, mais dans le salon de ma propre maison. Le 20 décembre, 3 jours après avoir posté les invitations, Bernard est rentré de Paris. Il n'avait pas prévenu de sa venue, débarquant à l'improviste avec son air supérieur, comme un roi visitant une de ses provinces éloignées. Il s'attendait probablement à ce que je sois surprise, peut-être même reconnaissante de cette visite inattendue avant les fêtes. Il ne s'attendait certainement pas à trouver le hall d'entrée encombré de cartons. Des cartons bruns, soigneusement scotchés, sur lesquels j'avais écrit d'une main ferme, « Affaire Bernard ». Ses costumes hors de prix, ses chaussures italiennes, ses livres sur la finance, ses clubs de golf. Toute sa vie parisienne, méticuleusement emballée. Il s'est arrêté net sur le seuil, son attaché-caisse glissant presque de sa main. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Hélène? Tu déménages? » « Non, ai-je répondu calmement depuis le salon, où je sirotais une tisane. « Toi, oui. » Son visage est passé de la surprise à l'incompréhension, puis à la fureur. « Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que ça veut dire? » Je me suis levée et je me suis approchée de lui. Je n'avais plus peur. Je ne ressentais plus cette boule au ventre que sa présence me donnait depuis des années. Je me sentais libre. Ça veut dire que c'est terminé, Bernard. Notre mariage est terminé. Il a éclaté d'un rire sec, un rire nerveux. Terminé? Tu ne peux pas décider ça toute seule. On est mariés. Pour le meilleur et pour le pire. Ah oui, le pire, ai-je rétorqué, ma voix se chargeant d'un sarcasme glacial. Parlons-en, du pire. Le pire, c'est quand ton mari te dit que tu n'es qu'une pâtissière bonne à rien. Le pire, c'est quand il laisse sa famille t'humilier, toi et ton fils. Le pire, c'est quand il te dit de te débrouiller, alors qu'on essaie de saboter ton travail. Le pire, Bernard, je l'ai vécu. Maintenant, je choisis le meilleur. Et le meilleur, c'est sans toi. Il était abasourdi, incapable de formuler une phrase cohérente. J'ai continué, posant sur la table une chemise cartonnée. Ceci est une copie de l'assignation en divorce que tu recevras officiellement demain. Pour faute. J'ai un dossier assez solide, tu verras. Il a ouvert la chemise, ses mains tremblantes parcourant les pages. Ses yeux se sont écarquillés. Mais, la maison. Tu ne peux pas. C'est notre maison. Non, Bernard. J'ai sorti un autre document, préparé par Maître Lefebvre. Ceci est la preuve que l'apport majoritaire pour l'achat de cette maison provenait de mon héritage. Légalement, elle m'appartient en bien propre. Tu n'as aucun droit dessus. L'acte de propriété a été mis à jour ce matin. Tu n'es plus chez toi ici. Le silence qui a suivi était assourdissant. Il me fixait, la bouche ouverte, le visage blême. L'homme arrogant et sûr de lui avait disparu, remplacé par un étranger désemparé. Pour la première fois, il réalisait qu'il avait perdu le contrôle. « Hélène, s'il te plaît. On peut discuter. C'est un malentendu. Chloé est idiote, j'ai été maladroit. Ne fais pas ça. Pense à Léo. » C'est justement parce que je pense à Léo que je fais ça, ai-je dit, ma voix retrouvant sa fermeté. Je veux qu'il grandisse en voyant sa mère être respectée. Je veux qu'il apprenne qu'on ne laisse personne nous marcher dessus. Surtout pas ceux qui sont censés nous aimer. J'ai pointé les cartons. Un service de déménagement viendra chercher tes affaires demain matin à 9 h.
Je te suggère de passer la nuit à l'hôtel. Il est resté là, immobile, pendant ce qui a semblé une éternité. Puis, il a ramassé son attaché-caisse, m'a jeté un regard rempli d'un mélange de haine et d'incrédulité, et il est parti en claquant la porte. Je suis resté seul dans le silence de la maison. Je m'attendais à ressentir du soulagement, peut-être même de la joie. Mais je ne ressentais qu'un grand vide. J'avais gagné la première bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Il pensait que c'était le pire jour de sa vie. Il se trompait lourdement. Le pire était encore à venir, dans exactement 4 jours, sous le ciel étoilé de Provence. Que allait-il se passer maintenant qu'il connaissait une partie de mon plan? Le 24 décembre est arrivé. Le ciel de Provence était d'un bleu hivernal, clair et pur. L'air sentait le thym et le romarin. Le mas que j'avais loué était encore plus beau que sur les photos. Une vieille bâtisse en pierre dorée, entourée d'oliviers centenaires. À l'intérieur, une grande cheminée crépitait, des guirlandes de lierre et de houx décoraient les poutres apparentes, et des centaines de bougies diffusaient une lumière chaude et dansante. J'avais préparé un buffet simple mais raffiné, avec l'aide de Sarah qui avait insisté pour venir m'aider. Tout respirait l'authenticité et la chaleur, le contraire absolu de ce que devait être leur réception guindée. Léo était magnifique. Il portait une simple chemise blanche et un pantalon de velours, et ses yeux brillaient d'excitation et d'un peu d'appréhension. Il était mon roc, mon complice. Vers 20h, les premiers invités ont commencé à arriver. C'était Madame Dubois, bien sûr, accompagnée d'un petit groupe d'amis, des gens charmants, artistes, écrivains, médecins, qui avaient été intrigués par mon invitation et qui étaient venus par curiosité et par amitié pour elle. Ils ont été immédiatement séduits par l'atmosphère. La soirée s'annonçait douce et paisible. Puis, à 20h30 précise, des phares puissants ont balayé l'allée. 3 voitures allemandes rutilantes se sont garées en crissant sur le gravier. Les portières se sont ouvertes sur un défilé de haute couture. Chloé, dans une robe à paillettes qui devait coûter le prix de ma voiture. Son nouveau mari, l'air aussi rigide que son col de chemise. Bernard, le visage fermé et sombre. Et quelques autres couples, leurs amis proches, tous affichant un air de supériorité condescendante, comme s'ils venaient inspecter une curiosité locale. Ils se sont avancés en groupe vers l'entrée, où j'avais posté 2 agents de sécurité discrets mais imposants. J'observais la scène depuis une fenêtre, le cœur battant la chamade. C'était le moment de vérité. L'un des agents s'est avancé, leur barrant poliment le passage. « Bonsoir messieurs, dames. Puis-je avoir vos noms, s'il vous plaît ?» Chloé a eu un petit rire méprisant. « Je suis Chloé de Valois. Voici mon mari, mon frère Bernard. Nous sommes invités. » L'agent a consulté sa tablette. Il a froncé les sourcils. « Je suis désolé, madame, mais vos noms ne figurent pas sur la liste. » Le visage de Chloé s'est décomposé. « Quoi? Mais c'est impossible. C'est une erreur. Regardez à nouveau. » J'ai vérifié, madame. Il n'y a pas d'erreur. Cette soirée est privée. C'est Bernard qui a pris le relais, sa voix pleine de menaces contenues. Écoutez-moi bien. C'est ma femme qui organise cette mascarade. Hélène Dubois, c'est elle. Laissez-nous entrer immédiatement. L'agent est resté imperturbable. Il a sorti une enveloppe de sa poche. Madame Dubois m'a chargé de vous remettre ceci si vous vous présentiez. Il a tendu l'enveloppe à Bernard. D'un geste rageur, il l'a arrachée et a sorti la feuille de papier à l'intérieur. J'avais tapé le message moi-même. Il a lu à voix haute, sa voix tremblant de fureur. Joyeux Noël. Malheureusement, cet événement est réservé à la famille et aux amis sincères. Il n'est pas ouvert aux opportunistes, aux élitistes, et certainement pas aux traîtres. Si un jour vous souhaitez comprendre ce qu'est la véritable classe, essayez l'humilité. HD. Un silence de mort s'est abattu sur le groupe. Les visages étaient un mélange de stupéfaction, d'humiliation et de rage pure. Chloé était au bord des larmes. Son mari semblait vouloir disparaître sous terre. C'est une blague, a sifflé Chloé. Elle nous fait ça? Devant tout le monde? Et c'est là que la situation a basculé de l'humiliation privée au désastre public. L'un des amis de Madame Dubois,
qui était sorti fumer un cigare, était en fait un journaliste d'un grand magazine local. Voyant la scène, il avait discrètement sorti son téléphone et filmait le tout. Au même moment, une autre voiture est arrivée. Madame Dubois en est sortie, majestueuse dans son manteau de velours. Elle s'est approchée du groupe, son visage exprimant la plus grande surprise feinte. « Chloé ? Bernard ? Mais que faites-vous là ? Je pensais que vous aviez une réception au château ? Ne me dites pas que vous avez essayé de vous incruster à la soirée la plus chic de la saison sans y être invité ? Quelle terrible faute de goût ! Ce fut le coup de grâce. » Anéantis, humiliés, ils ont fait demi-tour dans un silence de mort, sont remontés dans leur voiture et ont disparu dans la nuit, laissant derrière eux les échos de leur propre arrogance. Je me suis éloigné de la fenêtre, le corps tremblant. C'était fait. Le rideau était tombé. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le spectacle ne faisait que commencer. Et que le public allait être bien plus large que je ne l'avais jamais imaginé. Que se passerait-il lorsque la vidéo de cette humiliation deviendrait virale ? La fin de la soirée fut douce et joyeuse, comme si l'incident à l'entrée n'avait été qu'un mauvais rêve. Nos quelques invités, mis au courant de la situation par une Madame Dubois triomphante, ont redoublé de gentillesse et de chaleur à mon égard et à celui de Léo. Nous avons ri, nous avons partagé des histoires, nous avons trinqué à la dignité et à l'amitié. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais légère, libérée d'un poids immense. Le matin de Noël, Léo et moi avons ouvert nos cadeaux au pied du petit sapin que nous avions décoré dans le salon du Mas. Pas de cadeaux extravagants, juste des choses simples, choisies avec le cœur. Il m'a offert un carnet de croquis reliés en cuir pour que j'y dessine mes futures créations, et je lui ai offert une belle boîte d'aquarelles qu'il désirait depuis longtemps. Nous étions bien. Nous étions en paix. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, l'incendie que j'avais allumé commençait à peine à se propager. Le journaliste présent à la soirée, un certain monsieur Allard, n'avait pas seulement filmé la scène. Il avait passé la nuit à enquêter, à appeler ses contacts, à recouper les informations que Madame Dubois lui avait distillées avec un art consommé de la suggestion. Le 26 décembre, alors que la France digérait les restes de dinde et de bûches de Noël, son article est paru en une du Lyon Matin, le plus grand quotidien de la région. Le titre barrait la page en lettres capitales, la pâtissière d'E Lyon qui a servi une leçon d'E dignité à l'élite d'Annecy. L'article était un chef-d'œuvre de journalisme narratif. Il ne se contentait pas de relater l'humiliation à l'entrée de la fête. Il racontait toute l'histoire. Mon histoire. Il parlait de ma petite boutique, de ma réputation de travailleuse acharnée, des sacrifices que j'avais faits. Il citait, anonymement, des clients et des voisins qui ne tarissaient pas d'éloges à mon sujet. Puis, il décrivait l'affront, l'invitation au mariage refusé, le sabotage de ma commande, le tout raconté avec une précision qui ne laissait aucune place au doute. La scène finale en Provence était décrite comme le point culminant d'une tragédie grecque moderne, où l'orgueil démesuré, l'hubris, était puni par un juste retour des choses, la némésie. L'impact a été immédiat et foudroyant. L'article a été partagé des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Mon nom, Hélène Dubois, était en tendance sur Twitter. Les commentaires affluaient, un torrent de soutien pour moi et de mépris pour la famille de Bernard. Des messages comme « Enfin une histoire où les petits gagnent, cette femme est mon héroïne, le karma dans toute sa splendeur ». Les conséquences pour l'autre camp ont été cataclysmiques. Chloé, qui se présentait comme une influenceuse lifestyle, a vu son monde s'écrouler. Les marques de luxe avec lesquelles elle collaborait, soucieuses de leur image, ont commencé à rompre leurs contrats les uns après les autres. Son compte Instagram a été inondé de commentaires haineux. Sa réputation était anéantie. Pour Bernard, ce fut plus insidieux, mais tout aussi dévastateur. Son entreprise, une grande banque d'affaires très à cheval sur l'éthique et l'image de ses cadres, n'a pas du tout apprécié de voir le nom de l'un de ses directeurs associé à un tel scandale de mépris de classe. Il a été convoqué par les ressources humaines et mis en congé forcé le temps que la poussière retombe. Quand Léo est retourné au lycée après les vacances, il a été accueilli non pas avec des moqueries, mais avec respect. Ses camarades, ses professeurs, tout le monde avait lu l'article. Il n'était plus le fils de la petite pâtissière, il était le fils d'Hélène Dubois, la femme qui avait tenu tête aux puissants.
La vague de soutien était si forte qu'elle m'a presque submergée. Des journalistes campaient devant ma boutique. Des chaînes de télévision voulaient m'interviewer. Mon carnet de commandes a explosé. Des gens venaient de toute la France pour acheter un de mes gâteaux, non seulement parce qu'ils étaient bons, mais parce qu'ils voulaient me montrer leur solidarité. Un soir, le téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. C'était le père de Bernard. Mon beau-père. Sa voix était faible, brisée. Hélène? C'est moi. Je voulais juste dire que nous sommes désolés. Nous avons eu tort. J'ai gardé le silence, le laissant se débattre avec ses propres mots. S'il te plaît, aide-nous. La réputation de la famille est détruite. Bernard risque de perdre son travail. Dis-leur que c'est un malentendu. J'ai pris une grande inspiration. Le seul homme qui aurait pu arranger les choses, c'est celui que vous avez traité comme un moins que rien pendant 20 ans. Il est parti. Et la femme que vous avez humiliée n'a plus rien à vous dire. Puis j'ai raccroché. La justice n'était pas seulement douce. Elle était aussi libératrice. Mais la chute de leur empire n'était pas encore terminée. Il restait un dernier acte, une dernière révélation qui allait tout sceller. Et elle viendrait de la personne la plus inattendue, mon propre fils. La tempête médiatique a fini par se calmer, comme toutes les tempêtes. Les journalistes ont trouvé d'autres histoires à raconter, et la vie a lentement repris un cours plus normal. Mais les cicatrices, pour la famille Bernard, étaient profondes et permanentes. Leur nom était devenu synonyme d'arrogance et de snobisme. Dans leur monde où l'image est reine, ils étaient devenus des parias. Je me concentrais sur ma boutique, sur Léo, sur la reconstruction de notre vie. Je pensais que le chapitre était clos. J'avais tort. La conclusion la plus puissante, la plus poignante, n'était pas encore écrite. Un soir, Léo est venu me voir dans le salon. Il tenait une feuille de papier à la main, son visage grave et concentré. « Maman, j'ai écrit quelque chose. Je ne sais pas si je devrais l'envoyer, mais j'avais besoin de le sortir. » Il m'a tendu la feuille. C'était une lettre, ou plutôt un email, adressé à Bernard et à Chloé. Je l'ai lu, et les larmes me sont montées aux yeux. Ce n'était pas une lettre de colère, mais une déclaration de principe, d'une maturité et d'une clarté qui m'ont bouleversée. À mon père, à ma tante, commençait-il. Je vous écris aujourd'hui, non pas pour vous accabler, mais pour vous dire ce que j'ai appris au cours des dernières semaines. Vous m'avez appris qu'il existe 2 types de richesses dans ce monde. La vôtre, celle qui se compte en euros, en voitures de luxe et en invitations prestigieuses. Et celle de ma mère, qui se mesure en dignité, en travail acharné et en amour inconditionnel. Vous avez traité ma mère de « tâche ». Vous avez dit qu'elle n'appartenait pas à votre monde. Mais quand votre monde s'est effondré, qui était là? Pas vos amis de la haute société. Pas vos relations influentes. Le silence. Vous étiez seul, face au reflet de vos propres choix. Ma mère n'a jamais eu besoin de vos invitations. Elle a toujours su créer sa propre fête, un lieu où tout le monde est le bienvenu, peu importe son nom ou son compte en banque. C'est la plus grande leçon qu'elle m'ait apprise. Je n'ai pas honte de ma mère. Je suis fière d'elle. Fière d'être le fils de la pâtissière de Lyon. J'espère qu'un jour, vous comprendrez la différence entre le statut et la valeur. Car pour l'instant, vous êtes riche du premier, et en faillite totale du second. Léo. J'étais sans voix. J'ai serré mon fils dans mes bras. C'est magnifique, mon chéri. Tu es sûr de vouloir l'envoyer? Il a hoché la tête. Oui. Je ne veux plus avoir peur d'eux. Je veux qu'ils sachent. Il a appuyé sur « Envoyer ». Le petit son de l'ordinateur a résonné dans le silence comme un coup de marteau de juge. L'effet de cet email a été plus dévastateur que n'importe quel article de journal. Pour Bernard, ce fut la prise de conscience finale de tout ce qu'il avait perdu. Pas seulement une femme, une maison, une réputation. Il avait perdu son fils. Et ce n'était pas tout. Le scandale public avait attiré l'attention non seulement de sa banque, mais aussi du fisc.
L'audit interne déclenché par sa direction pour protéger l'image de l'entreprise a mis au jour bien plus que de simples écarts de conduite. Ils ont découvert des irrégularités financières, des placements douteux, une tentative de dissimulation d'actifs. La chute de Bernard n'était plus seulement sociale, elle devenait judiciaire. Il a été licencié sur le champ, avec une menace de poursuite pénale planant au-dessus de sa tête. Il m'a appelé une dernière fois. Il n'était plus en colère, il était brisé. Il pleurait au téléphone, un son pathétique et désespéré. « Hélène, je t'en supplie. J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation. Léo. Il me déteste. Parle-lui, dis-lui que je regrette. Dis aux médias que c'était une erreur, que tu me pardonnes. Tu es la seule qu'ils écouteront. Aide-moi. » J'ai écouté son flot de paroles incohérentes. Et je n'ai ressenti ni pitié, ni haine. Juste une distance infinie. Tu ne comprends toujours pas, Bernard, ai-je dit d'une voix calme. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'est jamais agi de moi. Il s'agissait de respect. De dignité. Tu as trahi ton fils. C'est quelque chose que je ne peux pas réparer pour toi. L'homme que tu étais, celui que j'ai aimé un jour, n'existe plus. Et la femme que tu as méprisée, elle, n'a plus de temps à perdre avec tes regrets. Adieu, Bernard. J'ai raccroché. J'ai fermé la porte sur mon passé. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en fermant cette porte, une autre, bien plus grande et plus belle, était sur le point de s'ouvrir. Les mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction, non seulement pour moi, mais aussi pour l'image que j'avais de moi-même. Libérée du poids du jugement constant de Bernard et de sa famille, je me sentais respirer pour la première fois depuis des années. L'énergie que je consacrais autrefois à essayer de leur plaire, je la réinvestissais maintenant dans ma passion, dans ma boutique, et dans ma relation avec Léo. Le succès commercial né du scandale ne s'est pas démenti. Mais ce n'était plus seulement une curiosité médiatique. Les clients revenaient pour la qualité de mon travail, pour l'atmosphère chaleureuse de la boutique, pour l'histoire de résilience qu'elle représentait. Le sucre et le cœur est devenu plus qu'une pâtisserie, c'était un symbole. Le symbole qu'il est possible de transformer l'amertume en douceur. Un jour, j'ai reçu une lettre du proviseur du lycée de Léo. Il m'invitait à venir parler lors de la journée des métiers et de l'inspiration. J'ai d'abord refusé, intimidée à l'idée de parler devant des centaines d'adolescents. Moi, une simple artisane, que pouvais-je bien leur raconter d'inspirant? C'est Léo qui m'a convaincue. Maman, ton histoire est plus inspirante que celle de n'importe quel PDG. Tu dois y aller. Pour moi. Et pour toutes les autres mères qui se battent tous les jours. Le jour J, je suis montée sur la scène de l'auditorium, mes mains moites agrippées à mes notes. Je portais mon tablier de travail blanc, impeccable. Dans la salle, je voyais des regards curieux, certains un peu sceptiques. Puis Léo est monté sur scène pour me présenter. Sa voix, claire et assurée, a rempli le silence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vous présente pas une directrice financière ou une avocate célèbre. Je vous présente ma mère, Hélène Dubois. Elle est pâtissière. Et c'est la personne la plus forte, la plus courageuse et la plus digne que je connaisse. Elle m'a appris que le succès ne se mesure pas à la taille de sa voiture, mais à la droiture de sa colonne vertébrale. Elle a affronté l'injustice non pas avec des cris, mais avec intelligence et grâce. Si demain votre monde s'écroule, c'est une femme comme elle que vous voudriez avoir à vos côtés. Voici ma mère, mon héroïne. Un silence a suivi, puis l'auditorium a éclaté en applaudissements. Des applaudissements chaleureux, sincères. En regardant mon fils, si fier, si droit, j'ai compris que j'avais déjà remporté la plus belle des victoires. J'ai parlé avec mon cœur. J'ai parlé de la passion du travail bien fait, de l'importance de rester fidèle à soi-même, de la force qu'on trouve dans l'adversité. Je n'ai pas parlé de ma vengeance, mais de ma reconstruction. À la fin, les élèves se sont levés. C'était l'un des plus beaux moments de ma vie. Cette expérience m'a donné une confiance nouvelle. J'ai accepté une interview pour un grand magazine féminin. Puis une autre pour une émission de radio. Je ne parlais pas pour me venger, mais pour partager mon histoire, dans l'espoir qu'elle puisse en aider d'autres.
Et les opportunités ont commencé à affluer, des opportunités que je n'aurais jamais osé imaginer. Une maison d'édition parisienne m'a contacté. Ils voulaient que j'écrive un livre. Pas seulement un livre de recettes, mais un livre qui mêlerait mes créations à mon parcours de vie. Le titre qu'ils proposaient, La douceur de la revanche. J'ai souri et j'ai suggéré une modification, La force de la douceur. Ils ont adoré. Mon petit monde s'agrandissait, s'épanouissait. J'ai embauché 2 nouvelles personnes pour m'aider à la boutique. J'ai commencé à donner des ateliers pour des femmes en reconversion professionnelle. Je découvrais en moi une force que j'ignorais posséder. J'avais pensé que la fin de mon mariage était la fin de ma vie. C'était en fait le début. Le début d'une vie où j'étais l'unique architecte de mon bonheur. J'avais déjà tout ce dont je pouvais rêver, mon fils, ma passion, mon indépendance, le respect de ma communauté. Je pensais avoir atteint le sommet de ma nouvelle vie. Mais l'univers me réservait une dernière surprise, une rencontre qui allait prouver que le chemin de la dignité mène parfois à des destinations insoupçonnées. Pour fêter la signature de mon contrat d'édition, j'ai emmené Léo dîner dans l'un des plus beaux restaurants de Lyon, celui de Paul Bocuse. Un lieu mythique, un symbole d'excellence à la française. C'était une folie, mais nous l'avions bien mérité. Nous n'étions pas là pour l'étalage de richesses, mais pour la célébration de l'artisanat, de la passion, du travail qui devient art. Assis dans la salle somptueuse, nous nous sentions un peu intimidés, mais surtout heureux. Nous avons parlé de l'avenir, du livre, de ses projets d'études dans une école d'art. Il n'y avait plus d'ombre, plus de tristesse. Juste la lumière d'un futur que nous allions construire ensemble. Au milieu du repas, le sommelier s'est approché de notre table avec un seau à glace contenant une bouteille de champagne millésimée. De la part de monsieur le chef, a-t-il dit avec un sourire complice. Nous nous sommes tournés et avons vu, à quelques tables de là, le chef en personne, une légende vivante de la gastronomie française, qui a levé son verre dans notre direction avec un clin d'œil. J'ai senti le rouge me monter aux joues. Quelques minutes plus tard, il s'est approché de notre table. Madame Dubois? C'est un honneur de vous recevoir. Votre histoire m'a beaucoup touchée. J'étais tellement surprise que j'ai à peine pu bafouiller un remerciement. Ce que vous avez fait, a-t-il continué, sa voix grave et chaleureuse, ce n'est pas seulement une affaire de famille. C'est une défense de notre métier. De tous les métiers où l'on met ses mains, son cœur, son âme. Vous avez rappelé à tout le monde que la dignité n'a pas de prix et que le talent n'a pas besoin de titre pour exister. Il a regardé Léo. Et vous, jeune homme, vous avez une mère exceptionnelle. Puis, il s'est tourné à nouveau vers moi. J'ai un projet. Une nouvelle émission de télévision pour mettre en lumière les artisans de talent de nos régions. Des gens comme vous. Des gens qui ont une histoire. J'aimerais beaucoup que vous soyez notre premier invité. J'étais sidérée. Moi, à la télévision? Avec l'un des plus grands chefs du monde? C'était surréaliste. En quittant le restaurant ce soir-là, marchant le long des quais de Saône-Illuminée, Léo s'est penché vers moi et m'a chuchoté à l'oreille. Tu n'as pas seulement pris ta revanche, maman. Tu es devenue une reine. J'ai souri. Une reine. Peut-être. Mais une reine dans un royaume où la couronne est faite de respect de soi, le sceptre de talent, et le trône d'amour inconditionnel. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne ressens plus de colère envers Bernard ou sa famille. Je ressens une sorte de pitié lointaine. Ils courent toujours après la reconnaissance, après la prochaine invitation, après le prochain symbole de statut. Ils sont prisonniers d'une cage dorée qu'ils ont construite eux-mêmes. Moi, je suis libre. Ma plus grande richesse, ce n'est pas le succès de ma boutique ou l'avance sur mon livre. C'est de me réveiller chaque matin et d'être fière de la femme que je vois dans le miroir. C'est de voir mon fils devenir un jeune homme droit, juste et bienveillant. La vraie richesse, ce n'est pas ce que l'on possède. C'est ce que l'on est, au fond de soi, quand toutes les apparences sont tombées. Alors, qu'en pensez-vous? Ma vengeance était-elle justifiée, ou suis-je allé trop loin? J'adorerais lire vos avis et vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà dû vous battre pour votre dignité? Racontez-moi votre histoire. Si ce récit vous a touché, si vous pensez qu'il peut donner de la force à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager.
Et bien sûr, si vous voulez découvrir d'autres histoires de trahison, de résilience et de justice, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté. Restez fort, restez digne, et souvenez-vous que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière. Parfois, il faut juste un peu de courage pour l'allumer soi-même.